T'as-tu déjà essayé de faire de la crème solaire à la maison? C'est ce que je fais pour éviter les ingrédients toxiques. Paraît que avoir froid donne le rhume. Tout le monde devrait prendre des suppléments de vitamine D. Les somnifères sont la seule solution pour bien dormir à partir d'un certain âge. Il paraît que la pilule, ça rend infertile à long terme. Que ce soit en googlant nos symptômes de maladie ou en regardant des conseils santé accrocheurs sur TikTok, on tombe tous sur des informations douteuses sur des sujets qui touchent la santé. Pour éviter de prendre de mauvaises décisions, c'est important de garder en tête que l'information qu'on trouve sur les réseaux sociaux n'est pas toujours vérifiée et ne repose pas forcément sur de la littérature scientifique. On estime par exemple que 20 à 30 des vidéos sur YouTube sur les maladies infectieuses contiennent des informations inexactes ou trompeuses et que jusqu'à 51 des publications sur les vaccins sont erronées. Pour arriver à séparer le vrai du faux sur des mythes courants en santé, quoi de mieux que de discuter avec un médecin de famille qui doit déboulonner des mythes au quotidien lors de ses consultations avec ses patients. On va parler de rhume, de lotion solaire, de contraception, de produits pour dormir et de vitamine D. C'est parti! Bonjour, ici Ève Baudin et je vous souhaite la bienvenue au Détecteur de rumeurs. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir un invité que j'apprécie tout particulièrement. C'est le docteur René Wittmer, qui est médecin de famille et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Salut René. Salut Ève. Alors, on se tutoie. On a co-animé ensemble pendant plusieurs saisons une émission de télé sur Savoir Média qui s'appelle « C'est une question de santé ». Ouais. Est-ce que c'est cette émission-là qui a lancé ta carrière de vulgarisateur, de communicateur? Hey, vraiment, oui. Moi, ça a été mon premier contact avec les médias, puis ça a été le début d'une belle aventure pour moi. Et ça semble bien fonctionner parce qu'en 2023, tu as reçu le prix du rayonnement et de l'engagement qui est remis par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Qu'est-ce que c'est que ce prix? Bien, c'est un prix remis par la Fédération qui souhaitait reconnaître l'engagement de certains de ses membres, notamment pour tout ce qui est rayonnement de notre profession et de la valorisation de la médecine familiale auprès du grand public et de notre relève. Donc, ils ont souligné notamment ma contribution en vulgarisation scientifique. J'étais vraiment très, très touché qu'on reconnaisse ça. On valorise souvent le temps des médecins passés en clinique auprès de leurs patients, puis c'est super important, mais ça m'a énormément touché qu'on reconnaisse cette contribution-là à la science à travers la vulgarisation. Donc, on comprend pourquoi tu es un bon invité pour nous aider à déboulonner des mythes en santé. Et ceux qu'on va aborder aujourd'hui, c'est toi qui les as choisis. Oui, on va faire une espèce de palmarès des idées que je déboulonne le plus souvent au quotidien avec mes patients, parce que là, on fait de la vulgarisation grand public, mais c'est un peu ça que je fais au quotidien avec mes patients qui arrivent des fois avec certaines idées préconçues. Fait qu'on a un top 5 ensemble qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, vous allez le constater, certains mythes sont des idées reçues qui circulent depuis longtemps. D'autres sont vraiment entretenus, je dirais, activement sur les réseaux sociaux où des gens s'informent de plus en plus, y compris sur des sujets en santé. Est-ce que les médecins de famille doivent de plus en plus déboulonner de la désinformation qui circule sur le web? C'est clair que oui, pour moi. Ça a toujours été là, ce phénomène-là de désinformation en santé, mais dans les dernières années, les réseaux sociaux ont vraiment amplifié le phénomène. On avait Google avant, mais là, on a Instagram, YouTube, TikTok. Ouais. Puis malheureusement, les médecins en clinique, on n'est vraiment pas aussi cool que les vidéos sur TikTok, même si on essaye. Fait que je suis vraiment content d'être dans un balado au goût du jour pour parler de mythes. Très, très cool, nous deux. Bon, alors, le fait d'être exposé à de la désinformation en santé, là, c'est pas anodin parce qu'il y a des impacts à tout ça. Là. À 100%, il y a des gens, des fois, qui vont pas prendre les bons traitements parce qu'ils ont peur. On peut penser, mettons, à la crème solaire, qui est un excellent moyen pour se protéger. Des fois, ça va mener à des habitudes de vie qui peuvent être délétères pour notre santé. Hein, les diètes masculines pour augmenter notre testostérone, où on nous encourage à manger le plus de viande possible, alors qu'on sait que c'est pas très bon pour la santé cardiovasculaire. Puis des fois, c'est juste un peu comique ou absurde, les modes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Moi, ma préférée de ce temps-ci, c'est qu'on fait la promotion de se stimer les parties intimes pour les vertus sur la santé, alors que il y a aucune base scientifique à tout ça, mais c'est une mode un peu absurde qu'on voit en ce moment. Il y a des modes étranges comme ça. D'ailleurs, là, si vous voulez, on a fait un épisode sur les mythes sur la sexualité féminine. On en parle là, de stimer les parties génitales. Là. Donc, faut pas faire ça. On fait pas ça. On fait pas ça. Ouais, faites pas ça. Si vous nous écoutez, faites pas ça. Donc, on va y aller avec les mythes que tu déboulonnes le plus souvent.
Alors, premier thème qui fait l'objet de beaucoup de mésinformations, c'est le rhume. Et souvent, ce sont des idées reçues sur le rhume qu'on n'ose pas vraiment remettre en question, comme avoir froid donne le rhume. Ben oui, puis pourtant, c'est tellement clair, la science est catégorique là-dessus. D'avoir froid, c'est pas ça qui rend malade. Et je sais pas si c'est l'anglicisme to catch a cold, d'aller dehors, d'avoir froid. Je sais pas d'où ça vient, cette idée-là, mais cette idée que quand on a froid, on devient malade. On sait que d'être exposé au froid ou même au grand froid et de subir de l'hypothermie peut altérer le fonctionnement de notre système immunitaire et peut-être nous prédisposer à certaines infections, notamment les infections virales qui sont très courantes l'hiver. Mais c'est pas le fait d'avoir froid qui fait qu'on devient malade. En fait, l'hiver, il y a plein d'autres facteurs confondants qui font qu'on est plus malade dans les périodes de froid. Notamment, on reste entassé à l'intérieur au chaud avec des gens qui ont des microbes qu'on va se passer entre nous. Il y a des transmissions de certains virus qui se font de façon saisonnière. On peut penser notamment à l'influenza, la grippe, mais on peut aussi penser au virus respiratoire syncytial, le virus qui donne les bronchiolites chez les jeunes bébés. Donc, il y a toutes sortes de facteurs confondants qui expliquent qu'on fait cette association entre le froid et être malade. Puis juste peut-être pour le préciser, il y a même une expérience qui confirme ça, là. Il y a assez longtemps, je mettrai les références dans les notes du balado, mais il y a une expérience où on avait justement demandé à des gens de rester nus dans un couloir après avoir pris un bain froid. Et ensuite, on demandait à certains participants de porter des chaussettes mouillées toute la journée. Et finalement, ces personnes-là n'avaient pas davantage le rhume là, que le groupe témoin. Donc, ça a été quand même aussi démontré dans une expérience un peu curieuse. Maintenant, René, il y a aussi des rumeurs qui circulent sur certains suppléments qu'on devrait prendre pour diminuer le nombre de grippes qu'on va avoir durant l'hiver ou les symptômes ou la durée de la grippe. Je pense à la vitamine C. Ça fait longtemps que ça court, là, depuis les années 70. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas. La réponse courte, là, c'est que ça fonctionne pas. Puis ça serait donc le fun. Là. Moi, j'aimerais ça jamais être malade puis prendre un petit supplément qui m'empêcherait d'attraper le rhume l'hiver, mais ça marche pas. Tous les suppléments qu'on essaie de nous vendre pour prévenir ça, que ce soit de la vitamine C, de l'échinacée et toutes sortes d'autres produits naturels, ont une efficacité nulle ou s'il y en a une qui est démontrée dans certaines études, l'ensemble des données, quand on les regarde, montrent que c'est des stratégies qui sont pas efficaces. Alors, des fois, ce qui arrive, certaines personnes qui veulent nous vendre des suppléments vont mettre de l'avant une étude qui a montré un bénéfice des fois moléculaire ou un bénéfice sur des rats. Puis ben, ça se transpose pas toujours à des bénéfices cliniques chez l'humain. Puis l'autre affaire avec les suppléments, on entend plein d'anecdotes de dire « moi, quand je prends ça, ça va mieux rapidement ». Fait que ça, là, c'est une anecdote. Puis c'est puissant, les anecdotes, les histoires que les gens racontent. En fait, quand on est malade, c'est souvent au pic de nos symptômes qu'on prend un traitement comme de l'homéopathie, qu'on va prendre des traitements qui sont pas prouvés efficaces. Mais l'histoire naturelle d'une infection virale, c'est qu'après avoir atteint notre pic de symptômes, bien, dans les 24-48 heures après, ça va généralement mieux. Donc, qu'est-ce qui arrive? On a plein de gens qui vont prendre toutes sortes d'affaires au moment où ils vont vraiment mal, puis naturellement, même s'ils n'avaient rien pris, 48 heures plus tard, ils iraient mieux. Mais là, qu'est-ce qui arrive? On fait l'association en « j'ai pris quelque chose, 48 heures plus tard, je vais mieux ». Donc, on fait l'association et on a le biais que c'est parce que j'ai pris ce traitement-là que je vais mieux. Donc, il faut faire attention aux anecdotes. Il faut se fier sur des études cliniques un peu mieux faites pour établir l'efficacité d'un produit. Donc, grosso modo, il n'y a pas grand-chose qu'on peut prendre en supplément pour se protéger ou pour raccourcir la durée des symptômes d'une infection virale. La meilleure façon, par contre, qui est peut-être pas fancy, qui n'est pas technologique, mais c'est de se laver les mains. C'est de se laver les mains. Puis quand on est malade, on évite les contacts avec d'autres personnes, surtout les plus vulnérables, qui peuvent tomber plus gravement malades d'une infection virale banale. Et la vaccination, on le dira pas assez, mais la vaccination contre certains germes, l'influenza, maintenant on a des vaccins pour le virus respiratoire syncytial pour les personnes qui sont le plus vulnérables, contre le pneumocoque, qui est un germe qui donne des pneumonies. Donc, il y a de plus en plus d'outils qui... La COVID. La COVID, tout à fait. Puis les sirops, les produits qu'on trouve en vente libre. Oui, la Société canadienne de pédiatrie s'est positionnée contre l'usage des sirops, surtout chez les jeunes enfants, particulièrement les bébés, qui peuvent être susceptibles à certains effets. Il faut savoir que souvent, les sirops, c'est comme un cocktail de plein de médicaments. Il y a souvent de l'acétaminophène, il y a souvent un antitussif, ce qui fait que c'est très facile quand on est malade de se surdoser parce qu'on n'est pas conscient de tout ce que nos sirops peuvent contenir. Et donc, entre autres, pour cette raison-là,
on nous recommande d'éviter l'usage si possible. Certaines personnes vont trouver un certain soulagement de moins tousser la nuit, par exemple, avec certains sirops antitussifs. C'est pas que c'est complètement contre-indiqué, mais c'est pas quelque chose qui va raccourcir ou qui va favoriser le rétablissement plus rapide. Puis si on est vraiment mal à la tête, à ce moment-là, on se tourne vers l'acétaminophène, j'imagine? L'acétaminophène reste un bon choix comme antidouleur pour la plupart des personnes. Oui, c'est un bon antidouleur de premier choix, tout à fait. Donc, et quand on est malade, ça, là, c'est le conseil qu'on me donnait quand j'étais petit, quand j'allais chez le médecin, c'est du repos, puis buvez beaucoup d'eau ou hydratez-vous bien. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. C'est pas des choses démontrées extrêmement efficaces que de boire de l'eau, on va se rétablir plus vite, mais c'est une bonne pratique de bien s'hydrater, essayer de manger le mieux qu'on peut quand on est malade, puis surtout, se reposer et attendre que ça passe. Bon, ça a beaucoup de bon sens ce que tu nous dis. Si je résume, avoir froid ne donne pas le rhume, les vitamines et les produits naturels ne réduisent pas vraiment la gravité des symptômes. En prévention, il vaut mieux miser sur le lavage de mains et si on est malade, on se repose. Déboulonnons maintenant les mythes sur les écrans solaires. Il y a beaucoup de publications qui disent qu'ils sont dangereux pour la santé. Et ça, là, c'est un mythe qui est perpétré par notamment certains influenceurs, comme quoi la crème solaire, c'est ça qui causerait le cancer. Puis c'est très clair que c'est pas la crème solaire qui donne le cancer, c'est l'exposition aux rayons ultraviolets qui cause des mutations dans les cellules de notre peau. En plus d'utiliser de la crème solaire qui reste un excellent moyen de se protéger, on peut éviter d'être exposé au soleil dans les heures où il y a le plus d'ultraviolets. Donc, entre 11h et 14h, c'est généralement les moments de la journée où il y en a le plus. On peut essayer de chercher de l'ombre aussi pour éviter de s'exposer de façon trop prolongée au soleil. Porter des vêtements, couvrir amples, un chapeau. Ça reste des choses hyper efficaces pour se protéger des ultraviolets, mais ça reste que dans une vie courante, on ne peut pas complètement s'empêcher d'être exposé aux rayons ultraviolets, notamment quand on est en vacances ou quand on est simplement à l'extérieur en déplacement. Donc, l'usage d'un écran solaire reste recommandé dans de nombreuses situations. Puis ce qui est préoccupant avec ce type de désinformation-là, c'est qu'il peut y avoir des impacts bien réels sur la santé des gens, là. Absolument. Si les gens font plus le lien entre l'exposition solaire et attribuent à tort ça aux écrans solaires, les gens vont se mettre dans des situations où ils sont plus à risque de développer des cancers de la peau. Surtout qu'on sait que les cancers de la peau font partie des cancers les plus communs. Et le mélanome, c'est un type de cancer qui tue. Il y a différents types de tumeurs de peau, mais une qui est particulièrement redoutable, c'est le mélanome qui affecte des jeunes patients, qui peut se propager rapidement dans le corps et qui peut être mortel. D'ailleurs, j'ai vu que le taux d'incidence du cancer de la peau est en augmentation au Canada. La mortalité baisse, mais le nombre augmente. Donc, vraiment, il faut faire attention au soleil. Tout à fait. Une autre chose que ça semble provoquer sur les réseaux sociaux, en fait, on voit de plus en plus de personnes se tourner vers les versions maison, donc artisanales de crème solaire. Les recherches Google de recettes de crème solaire maison sont en hausse depuis 2020. Et c'est si populaire que l'Ordre des chimistes du Québec a senti le besoin de réagir à l'été 2024 pour dire « Attention, là, il y a danger ici. » Oui. Puis, en fait, c'est une des recommandations clés. Si on est pour utiliser un écran solaire, utilisons-en un qui est approuvé par l'Association canadienne de dermatologie, qui a fait ses preuves et qui a fait l'objet d'études sérieuses. Donc, c'est très préoccupant, je pense, de voir que les gens se détournent des produits conventionnels bien éprouvés vers des solutions maison. De l'huile de noix de coco, là, ça ne protège pas contre les rayons ultraviolets, mais on aime donc ça, l'huile de noix de coco, comme quoi ça a plein de vertus, mais ça n'a aucune vertu. Non. Pour plein des affaires, mais notamment pas pour se protéger des rayons ultraviolets. Oui, en effet. Puis je suis même allée regarder, par exemple, une étude intéressante a été faite en France. Il y a des chercheurs qui ont testé 15 recettes de crème solaire qu'on trouve sur Internet en 2020. Puis sur ces 15 recettes-là, 9 contenaient de l'oxyde de zinc. Et le résultat a révélé que 3 recettes n'offraient aucune protection solaire et que les 12 autres avaient un FPS inférieur à 6. Et ça, c'est vraiment pas assez. Oui, vraiment. On vise, en fait, l'Association canadienne de dermatologie recommande qu'on utilise des écrans solaires qui protègent contre les UVA et les UVB, les deux types de rayons UV, et que ce soit un FPS de minimum 30. Et même si on utilise une crème à 30 ou même si on exagère et on va jusqu'à de la 60, si on prend une très bonne protection, on ne le dira jamais assez, c'est important d'en remettre régulièrement de la crème pour bénéficier de cette protection-là qu'elle peut nous donner. Régulièrement et suffisamment, parce qu'il faut quand même une bonne quantité. Là. On n'en met pas juste un tout petit peu. Là. Tout à fait. Il faut appliquer généreusement la crème solaire. Oui. Bon, comment on choisit une protection efficace? Parce qu'on sait qu'il y a différents types d'écrans solaires.
Oui, alors il y a des écrans dits chimiques et des écrans dits physiques. Les écrans chimiques sont probablement les plus répandus. Quand on va à la pharmacie puis qu'on s'achète une crème solaire, c'est généralement les écrans chimiques qu'on trouve qui coûtent un peu moins cher. Les écrans physiques sont par contre en émergence. De plus en plus de gens veulent se tourner vers ces produits-là pour des considérations environnementales ou quand il y a des allergies à certains produits qu'on trouve dans les écrans solaires dits chimiques. Donc, on en retrouve de plus en plus facilement de ces produits-là, mais ça reste que la majorité du temps, c'est des écrans chimiques qu'on trouve. Oui, puis juste physique aussi, on les appelle souvent minéraux. Oui, exactement. Hein? Ouais, c'est le principe, c'est le minéral que ça contient qui reflète les rayons ultraviolets. La façon de fonctionner des filtres est différente d'un type à l'autre. Là. Absolument. Les écrans physiques, ce que ça va faire, on s'en met sur la peau et ça va refléter en quelque sorte comme un miroir les rayons UV, tandis que les écrans chimiques ils vont être absorbés par notre peau et quand les rayons UV vont frapper notre peau qui contient ce produit-là, l'ingrédient actif va capter les rayons UV et les transformer en chaleur et empêcher leurs effets nocifs sur la peau. Je simplifie un peu, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce qui explique pourquoi on dit, quand on a mis de la crème solaire, il faut la mettre une vingtaine de minutes avant d'aller s'exposer au soleil parce qu'il faut qu'elle soit bien absorbée pour être efficace. Contrairement à un écran physique qui, lui, quand on le met, est immédiatement efficace. Quand même quelque chose qui est vrai là, sur tout ce qui circule sur Internet, c'est que les filtres chimiques peuvent parfois provoquer des allergies, là, particulièrement ceux qui contiennent de l'oxybenzone, par exemple. Tout à fait. C'est pas un mythe, ça, que certaines personnes sont allergiques. Ça fait ce qu'on appelle une dermite de contact, qui est une forme d'eczéma, donc aux endroits où on s'est appliqué le produit. On va développer une genre de réaction allergique cutanée. C'est généralement pas dangereux, mais la bonne nouvelle, c'est que si on est allergique à une des composantes de la crème solaire, bien, il y en a généralement plein d'autres formulations, d'autres ingrédients auxquels on pourrait probablement ne pas être allergique. Et donc, c'est probablement pas une raison suffisante de ne pas se mettre de la crème solaire parce qu'on a eu une réaction une fois. Puis quelqu'un d'expérimenté avec ces produits-là pourrait nous aider à en choisir un et nous aider à déterminer c'est quoi l'ingrédient qui a probablement causé la réaction pour en choisir une formulation qui n'en contient pas la fois d'après. Et si on a besoin d'une raison de plus pour se convaincre de l'importance de mettre la crème solaire, mais on sait que l'exposition aux rayons UV fait vieillir la peau prématurément. Ça augmente l'apparence des rides. Donc, si on veut rester cute et jeune éternellement, ben on a tout intérêt à se mettre de la crème solaire généreusement. Une autre bonne raison, en tout cas. Donc, si je résume, certaines craintes entretenues à l'égard des écrans solaires sont complètement infondées. Et si on veut éviter certains ingrédients, ben, on peut se tourner vers les écrans minéraux qui contiennent généralement pas d'ingrédients allergènes. René, je suis un peu étonnée que les contraceptifs oraux se retrouvent dans ton palmarès. Oui, c'est étonnant. On pourrait croire qu'après tant d'années d'existence, avec toutes les données qu'on a accumulées à leur sujet, on pourrait être rassuré par rapport au fait que ça a des effets très positifs sur la santé des femmes et même qu'on peut considérer que c'est une des plus grandes avancées pour la santé des femmes de leur permettre d'avoir du contrôle sur leur cycle menstruel et sur leur risque de grossesse. Mais pourtant, il y a beaucoup de mythes qui circulent encore. Puis là, je clarifie, on parle de contraceptifs oraux, ce qu'on appelle dans le langage la pilule, exactement. Ouais. Puis il y a plein d'autres moyens de contraception, mais là, on va parler de la pilule plus spécifiquement. Et puis, les deux mythes qui circulent le plus, c'est le fait que ça peut entraîner l'infertilité et augmenter les risques de cancer. Tout à fait. Les gens sont hésitants quand on parle de contraception, de dire « Ah oui, mais j'ai entendu dire que c'est dangereux. » Puis c'est correct, on est là pour corriger ces faits-là, mais ça reste que probablement beaucoup de personnes qui s'empêchent de consulter pour en obtenir simplement en pensant que c'est dangereux. Des femmes de tous les âges? Tous les âges, puis particulièrement actuellement sur TikTok et les réseaux sociaux, il y a une vague de désinformation à l'égard des contraceptifs oraux, comme quoi c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est les craintes qu'elles ont spécifiquement? Alors, deux des grands mythes, je dirais, c'est que ça nuit à la fertilité future et que ça rend infertile de prendre la contraception, qui est bien démontré que c'est pas le cas. Et l'autre inquiétude, c'est toute l'augmentation des cancers. On dit aux femmes que de prendre un contraceptif augmente leur risque futur de cancer, alors que dans les faits, ça a un effet plutôt neutre sur beaucoup de cancers et même que ça protège contre certains cancers. OK. Et donc, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur la question de la fertilité? Ça a été démontré là, que c'est faux. Ça n'a pas d'impact sur la fertilité. Une fois qu'on arrête la pilule, on redevient fertile? Oui, tout à fait. En fait, quand on arrête la pilule, un des mécanismes d'action de la pilule, c'est d'empêcher l'ovulation. Et donc, quand on arrête de les prendre,
notre cycle naturel a besoin d'un petit peu de temps pour se réajuster puis se remettre en œuvre et commencer à produire des hormones plus naturellement. Et dans l'étude, 97% des femmes qu'on avait suivies dans une cohorte avaient un retour de leurs règles à l'intérieur de 3 mois. Donc, la grande majorité des femmes ont un retour spontané aux règles assez rapidement dans les mois qui suivent l'arrêt des contraceptifs oraux. Ce qu'il faut savoir, je pense que les anecdotes sont puissantes, mais entre le moment où on commence la contraception et le moment où des fois on l'arrête et qu'on souhaite peut-être penser à avoir des enfants, bien souvent notre âge a augmenté. Puis la fertilité peut changer aussi dans certains stades de notre vie. On n'a peut-être pas la même fertilité quand on est ado que quand on approche la quarantaine, par exemple. Fait que je pense qu'on fait l'association des fois à tort que c'est la pilule qui a causé ça, alors que dans les faits, la pilule n'a pas d'impact négatif sur la fertilité une fois qu'on l'a arrêtée. Bon, mais ça, c'est rassurant. Très. Pour ce qui est du cancer, donc oui, ça peut avoir un impact ou ça peut comme augmenter un peu les risques de certains cancers, mais diminuer d'autres types de cancers. C'est ce que j'ai compris. Oui, quand on regarde les chiffres globaux puis qu'on regarde dans l'ensemble, est-ce que les contraceptifs augmentent les risques de cancer? Si on regarde pour plein de types de cancers, la réponse, c'est non. Ça n'augmente pas le risque de cancer. Il y a certaines études qui montrent que ça peut augmenter le risque de cancer du sein, mais vraiment d'une façon très, très, très... marginale, exactement. D'une façon qui est inférieure à d'autres facteurs de risque qui peuvent augmenter notre risque de cancer du sein, comme le tabagisme, la prise d'alcool, et des choses qu'on peut modifier, sur lesquelles on peut avoir du pouvoir. Donc, généralement, ce n'est pas un impact suffisant pour influencer notre décision de vouloir en prendre ou pas. C'est correct d'informer de ce risque-là qui reste plus théorique qu'autre chose. C'est vraiment un risque très, très, très faible. J'insiste là-dessus. Contrairement, par contre, à des réductions de risques qui sont bien établies, on sait que de prendre des contraceptifs oraux, ça réduit les risques d'avoir un cancer de l'ovaire, d'avoir un cancer de l'endomètre dans l'utérus et même le cancer colorectal. Donc, dans l'ensemble, quand on regarde les chiffres, les contraceptifs oraux ont un effet plus protecteur qu'un effet nuisible. Oui, c'est ça. Puis c'est un bon rappel qu'il faut toujours regarder le risque global, là, c'est-à-dire le total auquel on aboutit quand on additionne les avantages puis qu'on soustrait les inconvénients. Ouais. Puis en plus de ça, ben si on veut un contraceptif, c'est parce qu'on veut pas tomber enceinte. Et tomber enceinte involontairement, ça comporte des risques aussi. Hein? Donc, tout ça, faut réfléchir à ça. Là, on peut en discuter avec son médecin aussi. Absolument. Je pense que c'est essentiel. Si on a des inquiétudes par rapport à un médicament, qu'on nous propose de le nommer, de dire « j'ai entendu telle chose, est-ce que c'est vrai? » Puis pour des fois nuancer, avoir un ordre de grandeur. Parce que moi, si j'entends « ça augmente mon risque de cancer du sein », c'est inquiétant. C'est un peu inquiétant. Puis ça se peut que je change ma décision versus si on me dit « ça augmente mon risque de façon très, très marginale », ça aide à prendre une décision beaucoup plus éclairée et souvent, les réseaux sociaux ne sont pas une façon très nuancée d'informer les personnes qui les consomment. Absolument. Et si quelqu'un ne veut pas prendre de contraceptifs oraux, est-ce qu'il y a des bonnes options? Oui. En fait, on est dans une ère maintenant où on a de plus en plus de produits qui s'offrent à nous. Donc, pour quelqu'un qui ne voudrait pas en prendre pour des raisons de préférence ou qui voudrait éviter le risque d'oublier de prendre sa pilule, par exemple, ou encore qui aurait une contre-indication médicale à prendre certaines hormones, on a de plus en plus d'options sur le marché très intéressantes. C'est ce qu'on appelle les contraceptifs réversibles à longue action. Donc, en fait, c'est que ça implique on n'a pas besoin de le prendre à tous les jours. C'est quelque chose qui est installé et qui a une action prolongée protectrice. Comme un stérilet? Ou... Comme un stérilet, ça en fait partie, ou comme l'implant contraceptif qui en fait également partie, qui sont des options super intéressantes. Mais ça, c'est un autre mythe. On parle de stérilet. Moi, j'entends souvent « Ah, mais je peux pas avoir un stérilet parce que j'ai jamais eu d'enfant. » Alors que c'est un mythe. C'est même un des premiers choix pour la contraception d'utiliser le stérilet. Donc, on peut avoir un stérilet et même c'est ce qui est recommandé. Oh, wow! Ça, c'est vraiment un mythe à déboulonner intéressant. En résumé, les contraceptifs oraux sont sécuritaires et si on ne veut pas en prendre, il existe quand même d'autres options bien intéressantes. Absolument. Alors, le prochain thème ne m'étonne pas parce qu'au Canada, il y a près d'une personne sur 4 qui souffre d'insomnie, particulièrement les femmes et les personnes âgées. En tout cas, moi, je peux dire que j'en vois des pubs de produits sur les réseaux sociaux, de produits pour dormir. Il y a des gens qui parlent de somnifères, de prendre du CBD, de la valériane, de l'alcool avant de s'endormir, de la mélatonine. On recommande tous ces trucs-là à nos amis.
Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de mésinformations sur les produits pour dormir, René. Là. Ah, tellement. C'est le sommeil, là. Mais c'est une raison de consultation fréquente. C'est Tout le monde fou, est un hein? peu fatigué, puis tout le monde cherche à avoir un sommeil qui est plus réparateur que ce qu'il n'est réellement. Tu sais, d'entrée de jeu, je dirais, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont dans nos possibilités d'action qui ne sont pas des médicaments pour améliorer la qualité de notre sommeil. Donc, moi, j'inviterais les gens à regarder tout ce qui est les techniques d'hygiène du sommeil ou la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Il y a des applications maintenant pour nous aider, pour un peu nous coacher sur ce qu'on peut faire pour avoir un sommeil plus réparateur. Mais si on s'intéresse aux mythes maintenant, Ouais. qu'est-ce que les gens font? Il faut savoir que l'effet placebo, de façon générale, est très réel. Hein? Puis en insomnie, ça ne fait pas exception à la règle. On dit que c'est à peu près 30% de l'effet qu'on observe qui découle de l'effet placebo. C'est donc dire que si je donne une Smarties à quelqu'un, ben, il va bien dormir dans 30% des cas. C'est quand même très important en termes Oui. d'effet. Ouais. Ce qui fait qu'il y a plein de produits pas vraiment efficaces pour le sommeil que les gens vont avoir l'impression que ça les aide à mieux dormir, alors que c'est probablement l'effet placebo qui en est responsable. Le CBD, là, tu nommais celui-là, Oui. c'est très à la mode. Tout le monde a l'impression que ça Vraiment. relaxe et qu'on devrait prendre ça pour toutes sortes de vertus. En fait, les études qu'on a montrent que le cannabis et ses produits ont des effets nuls et même délétères sur la qualité du sommeil. Ah donc, oui. ouais, donc, on devrait éviter de prendre du cannabis pour dormir ou pour toutes sortes d'autres raisons de façon générale. Et l'alcool, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui vont se tourner vers des produits Oui. de l'alcool pour se relaxer. Ils vont avoir l'impression qu'ils vont dormir plus facilement. C'est vrai que C'est un ça peut peut-être... dépresseur. Oui, c'est un dépresseur du système nerveux central. Donc, ça peut faciliter l'endormissement initial, mais ce que ça fait, par contre, c'est que ça vient fragiliser nos cycles de sommeil. On n'atteint pas des cycles de sommeil aussi profonds que quand on n'en a pas pris. Et donc, on a un sommeil, au final, qui est moins réparateur, même si on a l'impression d'avoir dormi. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont déjà l'impression d'avoir pris un verre et qui se sont réveillés très tôt dans leur nuit, avant l'heure du lever, Oui. parce que justement, on fait de l'insomnie terminale quand on a pris de l'alcool. C'est l'impact sur nos cycles de sommeil. Terminal, on dirait que on va mourir. Là. Ouais. Donc, ce qu'on veut dire par là, on parle d'insomnie initiale pour la difficulté à s'endormir, puis d'insomnie plus terminale, donc l'insomnie vers la fin de la nuit quand on n'arrive plus à dormir avant que notre cadran sonne. Ah, je connaissais pas ce terme. Puis les choses comme la valériane, les petites tisanes pour dormir, ça aussi, ça tombe dans l'effet placebo, j'imagine. Effectivement, il n'y a pas grand-chose de démontré efficace dans tous ces produits naturels-là. Après, moi, quelqu'un qui veut prendre une tisane Ben oui. à la camomille pour dormir, j'ai pas grande objection là-dedans. Puis je pense que c'est probablement plus sécuritaire que de prendre des somnifères ou de l'alcool ou du CBD pour dormir. Faut savoir que certains produits avec des herbes, des fois, peuvent causer des réactions chez certaines personnes. Donc, c'est pas que inoffensif, Non. ces produits naturels-là. Mais oui, prendre une petite tisane sans caféine, bien sûr, avant de se coucher, ça peut des fois nous rentrer dans notre rituel de se préparer pour l'heure du coucher, puis des fois ralentir un peu, tamiser les lumières. Peut-être qu'il y a un peu un effet confondant qui c'est pas tant la tisane que c'est le mode on se met en cocooning puis qu'on se prépare à aller dormir qui est bénéfique. Et c'est ça, en fait, qui fonctionne vraiment. C'est de faire un rituel autour du sommeil. Et une chose, parce que moi, je suis très insomniaque, mais une chose qui semble bien fonctionner, c'est vraiment d'essayer de se coucher et surtout de se lever à la même heure. Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu un réflexe normal quand on a mal dormi de vouloir prolonger ça puis de se lever à des heures Oui. beaucoup plus tardives, alors que ça va venir complètement chambouler nos cycles de sommeil. Donc, même si on a eu une mauvaise nuit, on devrait essayer de se lever à des heures régulières pour favoriser une routine de sommeil. Et on dit, le sommeil, c'est comme un train. Quand il passe, il faut l'attraper. Donc, si on sent le coup de fatigue qui nous appelle le soir, il faut l'attraper, il faut dire, je saisis l'opportunité, je vais aller me coucher parce que l'endormissement est plus facile dans ces moments-là que de vouloir contrôler puis de choisir le moment auquel on va se coucher. Notre cerveau ne marche pas comme ça. On ne peut pas l'éteindre quand on veut. Il faut l'attraper quand il passe. Oui, et un petit mot quand même sur la mélatonine. Ah oui, on ne peut pas ne pas parler de la mélatonine parce que c'est bien à la mode, ça aussi. Encore une fois, probablement beaucoup de l'effet placebo. Il y a certaines études qui montrent une efficacité, disons, modeste de la mélatonine, d'autres qui montrent une efficacité nulle sur le sommeil. Probablement une grande partie d'effet placebo, encore une fois, comme pour d'autres produits. Après, j'aime beaucoup mieux que les gens me disent « je dors bien avec une petite mélatonine » que se tourner vers toutes sortes d'autres produits qui peuvent être plus délétères. Donc, je ne conseille pas de la mélatonine de routine, mais quelqu'un qui me dit « j'ai essayé ça et que ça m'aide »,
ça reste, à mon avis, quand même plus sécuritaire que d'autres produits qui sont sur le marché. Puis il faut comprendre que c'est pas un somnifère, la mélatonine, c'est vraiment pour favoriser l'endormissement, là. Exact. Et Ouais. la mélatonine, c'est un produit que notre cerveau produit naturellement. Hein. C'est un peu l'idée qu'on a tous de la mélatonine dans notre corps. Puis des fois, est-ce qu'on peut aider notre corps en ingérant une plus grande quantité? C'est de la rationnelle. Mais tu parles de somnifères, puis je pense que ça, c'est important. On le dira jamais assez au Québec. On est malheureusement des champions de la prescription. On a des taux d'usage de somnifères qui dépassent la moyenne canadienne. Ah oui? Oui, donc je pense qu'il faut faire attention parce que c'est associé à toutes sortes d'effets indésirables, les somnifères, surtout lorsqu'on en fait un usage plus chronique, pas sur des courtes périodes. Ça augmente les risques de chute, d'avoir une fracture, de se sentir fatigué durant la journée. C'est fou, hein, mais on pourrait croire le contraire, mais les gens qui prennent ce genre de produit-là se sentent généralement plus fatigués en journée que ceux qui n'en utilisent pas. C'est pas un vrai sommeil qu'on a... Exact. C'est un peu comme l'alcool. On a l'impression de dormir alors qu'on n'atteint pas un sommeil très, très réparateur avec ces produits-là. Quand on est une personne âgée au Danemark et qu'on veut renouveler son permis de conduire, on ne peut pas utiliser certains somnifères. C'est pas compatible avec le renouvellement du permis de conduire parce que ça augmente les accidents de la route. Wow. Donc, ils ont mis en place des politiques qui font qu'on ne peut pas renouveler son permis si on utilise certains types de produits. Et c'est une politique qui a été très efficace. Les gens voulaient garder leur permis et ça a permis de baisser l'usage de certains somnifères. Donc, à ne pas négliger, en tout cas, l'impact que ça peut avoir sur notre santé et le risque d'accident à utiliser ces produits-là. Et si on veut en savoir un peu plus là, sur les bonnes habitudes de vie à adopter, là, je pense que tu avais un petit site web à nous recommander. Oui, il y en a plusieurs, mais celui en français que j'aime beaucoup, c'est Dormez là-dessus. Donc, si vous cherchez sur un moteur de recherche, Dormez là-dessus, vous allez trouver une foule de conseils pour le sommeil, comme une genre d'ordonnance non pharmacologique, des choses à appliquer, des conseils à appliquer pour avoir une meilleure qualité de sommeil et même des ressources, des lectures ou autres pour nous aider à mieux démystifier c'est quoi le sommeil et comment est-ce qu'on peut aller chercher un sommeil plus réparateur. Bon, alors en résumé, on se fait une routine entourant l'heure du coucher. C'est plutôt ça qui fonctionne que les différents produits qu'on trouve en vente libre. Tout à fait. Puis les écrans. On n'a pas parlé d'écran parce qu'on parlait de mythes, là, mais les écrans, moi je dirais aux gens, fermez vos téléphones cellulaires, évitez la TV avant de se coucher. C'est des choses qui stimulent notre cerveau et qui peuvent nuire à la qualité du sommeil. Un autre sujet qui fait l'objet de questionnements en raison du nombre d'informations contradictoires, on peut dire, qu'on peut lire sur ce sujet, c'est la vitamine D. On en prend ou pas? Bien, réponse courte, je dirais qu'on n'a probablement pas besoin d'en prendre dans la majorité des cas. C'est vraiment étonnant. Oui, on a tellement appris que, surtout si on est une femme, qu'on est ménopausée, Oui. de la vitamine D et du calcium, c'est comme un incontournable. Ouais. Puis ça reste une prescription qui est très courante. La vitamine D, c'est dans le top 10 des médicaments remboursés par la RAMQ au Québec. Donc, c'est très, très courant comme usage. Alors que les données sur l'usage de la vitamine D et du calcium sont décevantes. Ça n'a pas beaucoup d'effets bénéfiques. La vitamine D, c'est comme le produit qui ne veut pas mourir. Quand on y cherche une utilité, puis il y a tellement d'études qui ont été faites, on a regardé pour la COVID, pour la tuberculose, pour le système immunitaire, pour la sclérose en plaques. On cherche comme des raisons d'utiliser la vitamine D. À chaque fois, les résultats sont assez décevants, puis ça n'a pas d'effet très, très intéressant. La raison pour laquelle on la prescrit le plus ou pour laquelle on veut y croire le plus, c'est la santé osseuse. Est-ce que ça prévient les fractures d'utiliser du calcium et de la vitamine D? Bien, chez quelqu'un qui a une diète adéquate, qui mange du calcium et de la vitamine D dans son alimentation, probablement que d'avoir un supplément n'est pas utile. Les données montrent que ça n'a pas d'effet protecteur chez la majorité des gens. Il y a certaines exceptions dans certaines populations, notamment les personnes dans des résidences de type CHSLD, que peut-être il y a des bénéfices à garder certains suppléments. Mais bref, pour la plupart des adultes, ce n'est pas nécessaire d'utiliser des produits de calcium ou de la vitamine D. Je fais exception, bien sûr, des bébés ici qui sont allaités, chez qui on va recommander des suppléments de vitamine D en gouttes pour prévenir le rachitisme. Et donc, même en hiver, là, quand on prend pas trop de soleil, c'est pas vraiment recommandé. Bien, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont déficients de vitamine D de façon saisonnière. Est-ce que ça a des conséquences sur la santé et est-ce qu'on prévient ces conséquences-là en prenant un supplément? C'est ce qui est moins bien démontré. Le contexte, je dirais, où vraiment la vitamine D est essentielle ou elle est recommandée, c'est chez les gens qui ont déjà eu des fractures et qui prennent certains médicaments pour prévenir de futures fractures. Dans les études, c'est toujours étudié en combo. On prescrit comme un package de vitamine D, calcium avec le médicament en question. Donc,
je dirais aux gens, au cas par cas, parlez-en à votre médecin ou à votre professionnel. Est-ce que j'ai encore besoin d'un supplément de vitamine D? Parce que c'est quelque chose qui tend à changer. On le prescrit un peu différemment de ce qu'on a historiquement fait. Puis moi, si je dis quelque chose genre, mais bon, même si c'est pas prouvé, j'ai envie d'en prendre une pareille, là, tu me dis quoi? C'est probablement pas très dangereux de faire ça. Donc, probablement que je dirais, ben oui, c'est bien correct. Vous pouvez. D'accord. Bon, alors, la vitamine D est importante pour la santé des os, mais l'efficacité des suppléments est pas très bien démontrée. Et la meilleure recommandation pour prévenir l'ostéoporose, si j'ai bien compris, c'est d'avoir une alimentation riche en aliments qui en contiennent. Oui, puis il y a plein de choses qu'on peut faire pour nos os qui sont pas de l'alimentation, mais pas fumer, d'avoir un niveau d'activité physique augmenté. C'est toutes des choses qui vont protéger nos os à long terme. Absolument. Bon, alors, merci beaucoup, René, d'avoir été avec nous. On peut t'écouter dans le balado Dis-moi docteur sur Radio-Canada Audio, t'entendre sur les ondes de Ici Première et te lire dans le magazine L'Actualité. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez lire les articles que mes collègues journalistes de Science Presse et moi avons écrits sur les sujets abordés durant cet épisode, consultez les notes du balado. Je vais mettre les hyperliens. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado pour recevoir un avis quand on diffuse un nouvel épisode et de partager avec vos amis. Le détecteur de rumeurs est une production de Science Presse soutenue par le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec. Notre invité aujourd'hui, René Wittmer, médecin de famille, à la réalisation Claudie Fortier-Saint-Pierre, au mixage sonore Jonathan Doyon, à la recherche, à la production et à l'animation moi-même, Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode.